Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias, pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'épisode et que vous souhaitez la soutenir, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. On s'approche de la fin de saison, il fait beau, il fait chaud. J'ai dû demander à mon invité de couper ses ventilateurs. Bonjour Hugo, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, excellemment bien et toi? Ça va, je te remercie. Je suis avec Hugo Asselin, le cofondateur de Morpho, et on va parler aujourd'hui de reforestation. Quand j'ai découvert les activités de Morpho, je suis tout de suite tombé archi fan. Et quand j'ai vu que le cofondateur était ingénieur, il fallait absolument que je l'interviewe. Donc je suis ravi de l'avoir avec moi aujourd'hui. Super, merci beaucoup Mathieu. Est-ce que Hugo, tu peux te présenter rapidement aux auditeurs ? Tout à fait, donc moi c'est Hugo, donc je suis un ingénieur, j'ai fait l'ESSIE Paris, une école d'ingénieur dans l'Est parisien sur le campus Descartes, qui était plutôt destinée dans l'informatique, l'électronique, système embarqué. Donc j'ai été ingénieur diplômé en système embarqué. Domaine dans lequel j'ai pas travaillé du tout. Je suis plutôt parti en tant que consultant informatique dans tout ce qui était transformation cloud. Puis après, j'ai opéré un petit changement de carrière où je suis passé, donc j'ai fait un an de Master Spé aux Mines Paris dans l'exploitation des mines à ciel ouvert et Ah oui. environnement, très important le côté environnemental. Et après cette année de transition, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur minier dans une entreprise minière en Guyane française où en fait, en tant qu'ingénieur minier, j'avais une partie du travail qui correspondait de la prospection jusqu'à la revégétalisation. Et c'est là où j'ai eu mes premières expériences de projets de reforestation sur des sols dégradés. Ok. Avant de démarrer, je vais te poser plein de questions sur ton parcours. Il y a des choses qui vont nous intéresser et vous allez tout de suite comprendre les connexions qu'il y a entre le sujet et le parcours de Hugo. Est-ce que tu peux juste nous pitcher Morpho une minute? Parce qu'en fait, je me rends compte parfois dans les épisodes qu'en fait, on pitche pas la solution au début et du coup, c'est un peu compliqué pour les auditeurs de raccrocher les wagons. Donc là, j'essaye d'améliorer les choses. Est-ce que tu peux me pitcher Morpho en une minute? Pas de souci. Donc, chez Morpho, notre but, c'est de restaurer des écosystèmes forestiers à grande échelle. On répond à plusieurs besoins essentiels pour réussir à limiter le réchauffement climatique. Donc, avec nos technologies, en fait, ça nous permet de reforester plus rapidement et plus efficacement. Et donc, comment on fait ça? On utilise donc tout ce qui est drone, l'agritech et l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ça rapidement. Donc en gros, si on rentre un peu plus dans le détail, un projet, ça va se comporter en 4 étapes. Premièrement, c'est le diagnostic. On se rend sur le terrain, on fait des analyses à la fois des relevés terrain, donc analyse de sol et de biodiversité, des relevés drone qu'on analyse ensuite grâce à des différents algorithmes. Ensuite, on a une partie de sélection des essences et approvisionnement, tout ce qui est côté projet, logistique. Après, on prépare le projet, on fait nos capsules. Donc, c'est la particularité de Morpho, c'est qu'on a développé une petite capsule qui fait aujourd'hui entre 2 et 3 cm de diamètre, qui permet donc qui sert de protection à la graine, qui sert aussi à la nourrir dans les premiers mois et de venir réenrichir les sols. Donc, ces capsules, on les prépare grâce à une machine qu'on a développée en collaboration avec un bureau d'études. Et là-dessus, qui nous permet donc de créer ces capsules, de fabriquer des capsules à hauteur de 5 hectares jour pour le moment. Et une fois qu'on a préparé toutes ces capsules, on les disperse à l'aide d'énormes drones agricoles avec des systèmes qu'on a fait développer et qu'on a développés avec des bureaux d'études ou avec des petits partenaires pour larguer nos capsules sur les terrains en fonction des zones qu'on a à reforester. Boum, le gros blast, c'est complètement fou ce que vous faites. J'adore. On revient un petit peu en arrière. Pas de On souci. rétropédale, on revient sur ton parcours. Donc en fait, tu nous as dit qu'en fait, tu travaillais en tant qu'ingénieur minier. Ouais. Et dans ce scope-là, dans cette aventure-là, il y a une partie
de reforestation, enfin de revégétalisation des mines quand elles sont plus exploitées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Ouais, tout à fait. Donc en gros, le cercle de vie d'une mine, c'est on commence par la prospection. Une fois qu'on a trouvé si c'est économiquement viable, on commence à faire les dossiers, on obtient les autorisations auprès des différentes administrations. On exploite et derrière, il y a le côté réhabilitation, donc c'est-à-dire essayer de remettre les terrains le plus proche possible de l'état initial. Et après cette étape-là, c'est de faire de la reforestation, c'est-à-dire essayer de replanter des essences qui vont permettre donc le retour après à la diversité normale, enfin, ou tout du moins initialement présent. Donc ça, ces projets-là étaient assez compliqués et intéressants en même temps. C'est parce qu'en gros, c'est des sols qui sont très dénaturés, c'est-à-dire que c'est de l'exploitation, il n'y a plus de terre végétale, c'est du gravier, c'est vraiment des sols pauvres. Et si on ne donne pas un petit coup de pouce, en fait, la nature peut prendre énormément de temps à revenir par elle-même. Il y a des zones qui vont revenir naturellement très rapidement et d'autres, ça peut prendre 10, 15, 20, 30, 40 ans. Ça fait partie un petit peu du cercle de vie de la mine. La question piège est de se dire, est-ce que ce serait pas quand même plus simple de ralentir l'exploitation Est-ce que toi, du coup, de par ça, tu as vu des choses, tu t'es dit, bon, il faut quand même qu'on accélère sur ces points-là. Ça a un Alors petit sur peu la déclenché question, quelque chose. ouais, tout à fait. Mais sur la question de la mine, en fait, le seul problème, c'est qu'effectivement, on pourrait essayer de ralentir un minimum, mais sans mine, en fait, on n'a pas comment ça s'appelle, le rythme de vie qu'on a actuellement, la qualité de vie qu'on a actuellement. Donc, si on diminue l'exploitation, que ça soit des mines d'or, des mines d'argent, des mines de cuivre, si on diminue, ben, il y aura un manque quelque part. Soit ça va augmenter les prix, ou soit ben, on n'arrivera pas à fournir tout le monde. Donc, ça, c'est un premier problème. Et moi, Oui, là-dessus, et puis ouais. je complète ce que tu dis. Il y a deux choses. Un, déjà, on sait que la transition écologique et énergétique est gourmande en matériaux. Et puis, on a aussi le facteur que bah, dans les pays où les mines sont exploitées, bah, les populations locales ou même les pays qui les exploitent, c'est leur seule source de revenus parfois. Nous, c'est facile de Entre autres. juger avec notre recul d'Européens, mais Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que ben, nous, on officie un petit peu là-dessus. Et donc, pour en revenir un bon, petit vas-y. peu à ça, en fait, ben, moi, je me suis rendu compte, c'est en pensant au projet de reforestation, parce que j'ai toujours tout de suite eu vraiment j'ai tout de suite aimé ces projets qui étaient super compliqués, parce qu'en gros, là, sur les mines sur lesquelles je travaillais, c'était des zones, en fait, qui sont complètement plates. Donc là, à partir de là, c'est pas très compliqué. Mais en fait, sur ces zones-là, il y avait des parties qui étaient, une fois que c'était réhabilité, elles n'étaient plus accessibles. Pourquoi? Parce que c'était de la boue. C'était des choses où on ne pouvait pas marcher dessus sans s'enfoncer jusqu'à la taille. Des engins ne pouvaient pas passer dessus. Et donc, en fait, je me disais, mais mince, comment on va faire pour aller planter là-dessus? Donc, j'étais en train de penser, bon, alors, l'hélicoptère, ça coûte cher, c'est pas hyper fiable. Ensuite, j'ai pensé, l'avion, c'est un peu moins cher, mais alors, tu es encore moins précis que l'hélico. Et là, après, ben, avec Adrien, Adrien et Pascal, donc mes deux autres cofondateurs, pendant le Covid, on a pensé à pourquoi pas le drone. Pourquoi pas le drone, les drones agricoles qui se sont développés très très rapidement depuis 2018-2019 et qui maintenant sont capables de porter des charges de plus en plus lourdes. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas? Et c'est là que l'idée en fait est plus ou moins née de Morpho. Et du coup, tu as fait tes premières armes en Guyane. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter un petit peu de tes expériences là-bas La Guyane, pour moi, c'est en fait, on est. Alors, pour replacer un petit peu l'histoire, c'est dans mes associés, il y a Adrien, qui est un des meilleurs amis de Pascal, et Pascal, qui est mon petit frère. D'accord. Avec Pascal, on a passé une grande partie de notre enfance en Guyane, parce qu'on avait un père qui travaillait là-bas, qui travaillait donc dans l'industrie minière. Et du coup, voilà, c'est un peu la boucle est bouclée. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis allé travailler un petit peu dans ce domaine-là, parce que c'était quelque chose ben, on a grandi avec, on a grandi en Guyane, on a pu voir les mines à l'époque. Et puis, on était surtout dans la forêt quasiment tous les week-ends. Et c'était vraiment quelque chose ben, on a grandi avec ça, quoi. La forêt tropicale, les arbres, l'immensité de la forêt amazonienne. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'incroyable. Et pour moi, la Guyane, ben, c'est vraiment un territoire qui est terriblement sous-estimé parce que bah voilà c'est pas les belles plages de sable fin de Guadeloupe et Martinique, mais par contre pour tout ce qui est forêt nature et pour ceux qui aiment l'aventure c'est un territoire magnifique.
Ok, et du coup on peut préciser aux éditeurs qu'en fait, la solution que vous avez mis en place, elle se concentre principalement maintenant sur les zones subtropicales. Est-ce que c'est plus propice à un développement rapide Alors, on a de décidé de la se forêt? focus. Pourquoi justement? On a décidé de se focus sur les zones tropicales, subtropicales. Déjà, premièrement, c'est qu'on a notre premier projet, ça a été sur les mines sur lesquelles je travaillais anciennement. Donc, c'est ce qui nous a permis de nous lancer un petit peu. Donc, en fait, c'est déjà, on avait des terrains disponibles, des personnes qui avaient des besoins de reforestation et des terrains disponibles. Deuxièmement, c'est que, en fait, avec l'environnement qui est beaucoup plus humide, beaucoup plus, comment dire, ouais, propice à ce que ça pousse très rapidement. Par exemple, oui, en Guyane, au Brésil ou dans ces zones-là, s'il y a les bonnes essences, il y a certains arbres, en un an, ils peuvent prendre 3 4 mètres très rapidement. Donc, on peut voir nos résultats beaucoup plus rapidement qu'un chêne qui peut prendre beaucoup plus de temps, par exemple. Et dernièrement, c'est que c'est une des zones où il y a le plus de terrain disponible pour la reforestation. Tu nous as parlé de beaucoup de choses assez techniques. Je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu parce que tu nous as dit déjà il y a une étude du terrain à faire, il y a une reconnaissance, une analyse de données, des capacités ou de la capacité de reforestation. Après, il y a la reforestation en elle-même. On va s'attarder un petit peu sur. Explique-nous quels sont vos critères justement de sélection des terrains, en quoi comment on analyse la faisabilité d'un projet. Ok, Peut-être avant même, excuse-moi. Non, on parlera du business model après. On en parlera un petit peu ok. après. Là, on va s'attarder sur la partie technique. Allez, on continue. En fait, la partie business va rentrer un petit peu là-dessus. Donc, nous, on se considère maintenant comme RAS, donc Reforestation as a Service. Donc, Mhm. c'est-à-dire que Ah, c'est génial. maintenant, tout le monde utilise les as a Service, donc on a rajouté notre Reforestation devant. Donc, C'est vrai. voilà, c'est un beau slogan Moi, maintenant. je suis un podcast as a service. Je vais développer Nickel, le. parfait. Voilà, c'est top. Et en gros, en fait, nous, on fait des projets à ceux qui ont envie de réforester, qui ont des terrains disponibles, que ça soit par exemple une ONG, que ça soit une personne qui a déforesté pour des besoins, par exemple une mine, ou bien quelqu'un qui veut faire des projets carbone. Nous, on se place en tant qu'acteur de reforestation. C'est-à-dire qu'ils vont venir nous contacter, ils vont dire, bon ben voilà, nous, sur cet endroit-là, on a X nombre d'hectares à replanter. Est-ce que c'est possible? Et donc nous, on leur dit, tout à fait, c'est tel prix à l'hectare. On vous fournit tout le service, c'est-à-dire du diagnostic jusqu'au suivi. Et voilà, donc on fait ces projets-là. Donc là-dessus, pour rentrer un peu plus dans le détail, le projet se décompose, donc, comme je disais, en plusieurs étapes. Donc la première, c'est une fois que le contrat est signé et qu'on sait où on va, on organise une session de diagnostic. En quoi consiste ce diagnostic? Donc, c'est se rendre sur place, parce qu'au début, ils nous donnent les délimitations, donc on a les zones sur lesquelles on va faire le projet, mais on n'a pas plus d'informations que les imageries satellites qui sont disponibles sur Google Earth ou alors sur Sentinel. On n'a pas plus d'informations que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rend sur site pour essayer d'avoir le plus d'informations. Donc là-dessus, on couvre pas mal d'aspects différents. Donc, premièrement, on vient faire des prises d'imagerie drone, que ça soit de l'imagerie simple, donc RGB, c'est ce qu'on appelle bleu, rouge, vert, ou on fait du multispectral. Donc ça, c'est plutôt côté infrarouge pour pouvoir avoir un bon suivi de la végétation. Ensuite, en parallèle de ça, on fait des études donc de sol. On vient faire des petits tests, des petits prélèvements de sol, des inventaires de biodiversité à des endroits pour voir, par exemple, à tel endroit, ce type de sol, il a telle propriété physique, est-ce que c'est plutôt cette graine-là qui sera plus adaptée ou non? Et avec ça, on va venir replacer ces analyses de sol avec l'imagerie drone et pouvoir adapter ça sur toute une zone. Et donc vraiment définir la zone propice à tel type de graine, alors qu'une autre zone, ça sera potentiellement d'autres graines. Donc en parallèle de ça, ce qui est déjà beaucoup de boulot, on fait aussi tout ce qui est de dans l'analyse de sol, on fait le relevé microbio. Donc c'est tout ce qui est des micro-organismes pour voir la richesse ou non du sol et pour voir si après nous derrière suivre les impacts qu'on aura sur le projet au niveau du sol. Et dernièrement, on essaye de travailler un maximum avec les gens autour de nous. Donc, on fait des études sociales avec les personnes qui vivent proches des zones sur lesquelles on travaille. Il arrive qu'il y ait personne autour, par exemple en Guyane française, on a des projets où on est vraiment au milieu et il y a vraiment personne autour de nous. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce pré-projet en fait? Ça demande beaucoup de ressources quand même pour. Alors,
En fait, on travaille avec des personnes localement présentes, c'est-à-dire que dans chaque pays, dans chaque zone qu'on se déploie, on essaye toujours de se baser sur les personnes qui sont présentes localement parce qu'elles ont la connaissance de base. Donc, on prend des scientifiques, les universités locales et on travaille avec elles. Et ensuite, nous, chez Morpho, on a une à deux personnes qui s'occupent de la pré-analyse, donc avant de partir sur projet. Et après, on a une à deux personnes qui se déploient pour récupérer toutes ces informations. D'accord, ok. Si on peut dire un petit peu aujourd'hui chez Morpho, on est 23, dont 4 personnes à plein temps qui sont déjà au Brésil et une personne au Gabon. Et le reste, on est en France, qui se déploie occasionnellement sur les types, sur les opérations. On a beaucoup de monde du côté agro, parce que c'est vraiment le cœur de métier de Morpho, forcément, hein, de connaître vraiment tout ce qui est la maîtrise des graines, la maîtrise des sols. Et après, on a tout ce qui est recherche de contrat et tout ça. Du coup, vous êtes en partenariat, vous avez des ingés agronomes aussi qui travaillent avec vous? Alors, on a des ingénieurs agronomes, mais qui sont chez Morpho. On Ah ouais, travaille en d'accord. partenariat avec d'autres universités. Par exemple, on peut D'accord. citer l'université de São Carlos au Brésil, avec qui on va faire pas mal de tests et avec qui on échange énormément. Et on travaille aujourd'hui avec l'IRD à Montpellier et avec qui on a quelqu'un qui est dans leurs locaux, qui travaille à la fois avec nous. On a un contrat de collaboration avec l'IRD, par exemple. Je trouve ça génial. Là, on illustre toute la puissance de l'ingénierie et des capacités quand on met les cerveaux à travailler sur des sujets percutants. Et c'est rigolo parce que ça fait je fais toujours une aparté. On en parle aussi dans le dernier épisode sur l'industrialisation, la digitalisation. Il y a toujours des ingés ou des gens qui sortent d'école d'ingé qui se disent je ne peux pas aider, mon diplôme ne me sert à rien. Et encore une illustration que ces gens-là se trompent. Il y a toujours des choses à faire, c'est sûr. Et puis là, nous, on a vraiment moi, personnellement, je trouve que la mission est folle et c'est bien pour ça que on a créé Morpho. Mais oui, effectivement, on a pas mal de besoins. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir après soit sur le site sur LinkedIn de Morpho ou alors c'est pas, alors c'est How I Met Your Planet. Là-dessus, on a des offres de recrutement qui sont ouvertes pour quelques offres de stage ou de CDI chez Morpho. Et on mettra les liens sur la description, évidemment. Petite pause dans ce super épisode pour vous rappeler de le partager à 3 personnes de votre entourage par WhatsApp et surtout, si vous aimez l'émission, de vous abonner. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'Amazonie. C'est ça, de l'Amazonie, de la Ouais. Guyane, enfin de la réforestation. Est-ce que on sait que c'est des zones qui sont en hypertension, la forêt est en danger, etc. Est-ce que tu nous confirmes ça et est-ce que ce que vous faites a un impact vraiment, vous et peut-être d'autres associations, hein, a un impact vraiment positif ou il y a quand même un déficit encore Il par y a très rapport à ça, clairement quoi. on est d'accord, il y a très clairement un déficit. Aujourd'hui, on déforeste beaucoup plus rapidement qu'on ne reforeste. Mais Ouais, il faut pas c'est voir non important. plus que le côté noir de cette histoire. C'est qu'en allant au Brésil, en voyant un petit peu, en développant des projets, que ça soit au Brésil, en Guyane, au Gabon et tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets, enfin de projets de reforestation qui sont mis en place. Il y a de plus en plus de filières de recherche qui sont mises en place pour faire ces projets de reforestation on va finir par là c'est un petit peu optimiste ce que je dis là, mais moi je pense vraiment qu'à un moment on va réussir à obtenir le gain d'arriver à l'équilibre de reforester autant qu'on déforeste et pour pouvoir maintenir l'équilibre de la planète, c'est sûr et certain. Et du coup, une des choses qu'on tient à souligner, c'est que vraiment au Brésil, on parle beaucoup, beaucoup de déforestation, mais il y a énormément de personnes, d'ONG, de chercheurs qui travaillent sur le domaine de la reforestation. Ils sont tellement avancés et c'est juste un plaisir de pouvoir travailler avec eux, d'apprendre d'eux et puis de pouvoir les aider à essayer de reforester plus rapidement. Ouais, je comprends. Je reviens un petit peu là sur la partie technique et l'analyse des données. En quoi justement, on a dit il faut beaucoup de ressources humaines quand même pour travailler sur les projets, mais en quoi les nouvelles technologies justement, digitalisation, intelligence artificielle vous aident dans cette partie-là? Ben là, en fait, ça va nous aider dans le futur parce qu'au lieu d'avoir des personnes qui vont sur site pour relever les sols, une fois qu'on aura maîtrisé tous les sols, parce même au Brésil, on se focus vraiment sur des régions particulières, qu'on va finir par voir tous les types de sols plus ou moins différents.
avec certaines spécificités, forcément. C'est du naturel, donc ça se reproduit pas forcément à 100%. Mais en gros, là-dessus, en fait, aujourd'hui, nous, on acquiert les données, on se constitue tout simplement un dataset, donc un jeu de données dans lequel qu'on entraîne et qu'on entraînera encore dans le futur pour pouvoir reconnaître ces essences-là. Et à terme, ça sera plutôt de faire voler un drone qui retransmet l'image, par exemple, pas en temps réel, mais quasiment. Et derrière, en fait, les algorithmes nous permettront de savoir, bon, voilà, ça c'est tel type de sol, voilà, on va mettre tel type d'essence à telle quantité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on pourra partager avec d'autres porteurs de projets pour reforester, donc pour aider, pour aller plus vite, pour savoir quel type d'essence sélectionner, comment, à quelle quantité mettre et pour que ça marche quasiment à 100%. Oui, parce que c'est un terme qu'on aime bien employer dans le commerce ou à la mode en ce moment, mais est-ce que c'est scalable en fait à un moment donné? C'est ce qu'on veut, c'est pouvoir scaler et accélérer. Et on va revenir après, parce que tu nous parlais aussi qu'il y avait une partie, là c'est la partie engineering, donc à la limite facilement scalable. Il y a la partie hardware aussi derrière, enfin matériel, excusez-moi pour les anglicismes. Donc toi, bon, donc ça c'est un des objectifs que vous fixez, d'avoir cette scalabilité, cette capacité d'augmenter le déploiement à plus grande échelle. Tout à fait. Mais après, ça, c'est la partie, donc, on revient sur la présentation complète de Morpho, parce que là, on a fait juste la préanalyse, le diagnostic. Ouais, ouais, on va Maintenant, il y a, avancer. ben, voilà, il y a toute la durée de vie du projet. Donc, une fois qu'on a fini ce diagnostic, qu'on a pu avoir toutes les informations, qu'on a pu remettre un rapport, par exemple, au client ou alors à la collaboration qu'on fait. Donc, en gros, majoritairement, souvent, quand il y a un terrain qu'on va diagnostiquer, soit il est apte à être planté directement, soit il y a du travail à refaire, c'est-à-dire surtout du travail de sol. C'est-à-dire que potentiellement, on a des soucis, le sol a mal été réhabilité. Et donc là, en fait, si on fait un projet de reforestation, on a des gros risques d'échec ou quoi que ce soit, ou s'il y a une essence, une essence, plutôt une graine ou une sorte d'herbacée invasive qui va empêcher donc les graines, ou même que ce soit des graines ou des plantes, de pousser, il va falloir trouver un moyen de pouvoir l'éliminer ou de la contrôler. Donc en fait, ça, c'est plein de choses qu'on est en train et qu'on maîtrise de plus en plus pour pouvoir assurer un plus fort taux de réussite sur nos projets. Et donc ça, c'est ce qui nous permet aussi, on permet d'interpréter ça à la suite de notre diagnostic. Donc une fois que le diagnostic il est fait, on donne nos recommandations à nos clients en disant bon voilà, il faut préparer le sol comme ça, faut faire cette action-là ou quoi que ce soit. Nous, en parallèle, on vient sélectionner donc les essences qui correspondent le plus. Donc, on essaye vraiment de se baser sur ce qui est le plus proche de ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que quand on va sur site, on va visiter les forêts natives ou qui sont revenues au fur et à mesure du temps naturellement. On va visiter et on va essayer de venir planter les mêmes essences, les mêmes graines que ce qu'il y a à D'accord. côté pour respecter au mieux forcément ce qu'on appelle un biome. Donc, le biome, c'est la région naturelle voilà, à côté. Et donc, pour respecter au mieux ce biome, on va venir donc analyser la forêt qui est à côté et on va venir essayer de planter les mêmes graines et si possible, ces graines qui sont ramassées dans la région la plus proche possible. Parfois, c'est pas possible, donc on est obligé de s'éloigner un petit peu, mais on essaye de rester le plus proche possible. Donc, tout ce qui est la matière première, donc que ce soit les graines ou tout ce qui constitue nos capsules, c'est des choses qui sont sourcées localement dans chaque pays. En gros, nous, tout ce qu'on fait sur un projet, donc on s'approvisionne en amont. Donc, matières premières, les graines, tout ce qu'il faut pour faire nos projets. Ensuite, une fois que c'est fait, ben, on est prêt à se déployer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est là, actuellement au Brésil, on est en train d'ouvrir un bureau, donc on va avoir nos machines et nos drones qui seront stockés là-bas. Mais aujourd'hui, on avait un modèle qu'on appelle volant chez Morpho, c'est-à-dire que c'est un modèle où on est capable de se déployer en une seule journée dans n'importe quel pays. C'est-à-dire que j'exagère un petit peu en disant ça parce qu'il y a toujours les démarches d'importation temporaire dans chaque pays. Mais en gros, c'est que mon drone et ma machine pour faire mes capsules, elles voyagent avec moi dans l'avion. On a développé une machine qui tient dans une valise, dans une ou deux valises, qu'on démonte et qu'on remonte une fois arrivé sur site. Et le drone, soit on prend un drone directement dans le pays avec des prestataires locaux, ou on ramène nos propres drones pour faire ces projets-là si c'est pas disponible.
pourquoi emmener la machine? C'est-à-dire que tu peux nous expliquer un petit peu ce processus d'encapsulage, justement, bonne Tout à fait. transition. Parce que moi, bon, voilà, on peut se dire, bah non, les capsules, elles sont préparées dans une usine et elles sont, hop, enfin dans une usine, dans un atelier, enfin j'en sais rien, et elles sont envoyées. Mais non, tu dis, toi, on a besoin de voyager avec la machine. Alors explique-nous un petit peu tout ça. Alors ça, c'était le cas. En gros, c'était dans un premier temps, en fait, on n'avait que des petits projets. Dans un premier temps, on avait vraiment que des petits projets qui faisaient 5, 10, 15, 20 hectares. Donc on ne pouvait pas se dire, bon, on va développer une usine, alors qu'on faisait 20 hectares au Gabon, 50 hectares au Brésil, 60 hectares en Guyane. On s'est, on pouvait pas se dire, bon, on va monter un atelier ou on va monter une usine directement dans un des trois pays parce qu'on n'a pas le marché suffisant. C'est normal, Morpho, on a à peine 2 ans. On a quelques projets qui commencent à donner des bons résultats, mais voilà, il faut qu'on plante, qu'on comprenne un peu mieux. Et donc, en gros, dans un premier temps, on est vraiment parti sur un modèle où on pouvait bouger cette machine et faire nos capsules dans chaque pays. Donc, qu'est-ce que c'est que les capsules? C'est vraiment là le cœur de métier de Morpho. C'est vraiment le côté agro, un des cœurs de métier de Morpho, parce que, bon, comme je le disais, on en a vraiment trois. Donc, tout ce qui est agro, déploiement de projet et le côté analyse des données, data science. Donc, le côté agro, qu'est-ce que c'est? C'est la maîtrise de nos essences. Donc, c'est vraiment maîtriser tous les taux de germination, maîtriser les essences, savoir quel type d'essence mettre, quel type de graines mettre sur quel type de sol pour le biome à adapter. C'est essayer des mix, enfin des mix de graines qu'on va planter l'une avec l'autre pour voir si elles cèdent ou au contraire, il y en a une qui va plutôt manger l'autre et l'empêcher de grandir. Et tout ça, en fait, on a décidé tout au début pour pouvoir faire utiliser la graine, on a décidé de créer des capsules. Alors, pour expliquer un petit peu encore mieux, c'est que normalement, dans les projets de reforestation actuels, il y a deux possibilités. Premièrement, c'est la phase de pépinière. Donc, c'est-à-dire que c'est des hommes qui récupèrent des graines, qui les mettent dans des petits pots, qui attendent 3, 4, 5, 6 mois que le plant se soit suffisamment développé et ensuite qui vont sur site pour les planter une par une en mettant du gel, en préparant les terrains en amont. Il y a une deuxième possibilité, qui est surtout ça faite au Brésil, c'est faire du semi-direct, mais ils mettent des quantités faramineuses de graines qui, en fait, ils laissent faire la nature, effectivement, mais en fait, la graine aujourd'hui, c'est une ressource qui est encore assez rare parce que pas suffisamment m- comment dire, marketé ou quoi que ce soit. Et donc, c'est en mettant 90 kilos de graines ou 100 kilos de graines par hectare, au bout d'un moment, on pourra pas passer à l'échelle et planter des dizaines de milliers d'hectares par an. Et donc, en gros, nous, Morpho, on a eu l'idée, donc ça c'est la genèse un peu du projet, avec l'IRD, c'était de partir de la capsule, donc qui est une méthode qui existe depuis la nuit des temps, je crois que ça vient du Japon, le premier qui a constitué donc la seed ball, qu'il appelait ça. Et donc, en fait, on l'a adapté plutôt pour le côté tropical et adapté à une majorité de nos graines qu'on plante. Donc là-dessus, cette capsule, pour revenir un petit peu, c'est une capsule qui permet qui est composée uniquement de matières premières. Donc, par exemple, on a un des éléments, c'est de l'argile. Et en fait, ces matières premières sont, premièrement, une protection pour la graine, protection contre les fourmis, protection contre les oiseaux, protection contre n'importe quoi. Deuxièmement, ça sert à les nourrir, ça les aide dans les premiers mois de leur croissance. Et troisièmement, en plus, c'est des capsules, donc enfin, c'est de la matière première. Donc, dès qu'il pleut un petit peu, ça se dégrade, ça se délite et ça vient réenrichir les sols derrière, vu qu'il y a des micro-organismes qu'on vient prendre dans la forêt d'à côté et qu'on vient donc répartir sur des sols qui ont été dénaturés. Et donc, ces capsules, c'est vraiment le cœur de métier de Morpho. Donc, on les fait. Donc, ça, c'est beaucoup de recherches qu'on a fait avec l'IRD. Aujourd'hui, c'est des recherches qu'on mène dans nos laboratoires là, qu'on a donc dans nos bureaux à Paris. C'est dans les laboratoires qu'on a à l'IRD. C'est des recherches pour la recette de notre capsule pour que ça ait les meilleurs résultats. C'est ensuite le développement de notre machine pour faire les capsules, pour pouvoir passer à l'échelle, pardon. Et ensuite, c'est vraiment la plantation, essayer de planter le mieux possible. Et nous, lorsqu'on plante ces capsules, on ne veut pas faire des lignes droites comme on peut voir dans nos forêts françaises qui sont faites pour l'exploitation. Non, nous, c'est vraiment, on veut que c'est des forêts qui seront là encore dans 50, 100, 200 ans, 300 ans. En fait, c'est pas fait du tout pour être exploité. D'ailleurs, justement, ça m'amène à une question. Quand vous comment on dit d'ailleurs? Reforest.
Ouais, replanter, reforester. Quand on reforeste et qu'on replante, le taux de réussite, il est bon. Est-ce que derrière, vous avez c'est peut-être un peu trop tôt pour avoir un suivi, mais est-ce que vous êtes plutôt confiant sur la pérennité de ce que vous faites? Ça, c'est une très bonne question. En gros, aujourd'hui, il y a tellement de variables qui rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'on a la météo, on a la préparation du sol, on a le sol, on a la richesse, on a les graines, il y a plein de variables. Et en fait, nous, notre but, c'est vraiment, en mettant ces capsules et en mettant toutes les graines qu'on disperse lors d'un projet, c'est de réussir, d'avoir le meilleur taux de réussite. Sur certains projets, on peut avoir un taux d'échec qui peut être énorme parce que il y a eu une mauvaise préparation du terrain ou alors on n'a pas pris en compte quelque chose sur les différentes expériences. Mais par exemple, là, on prend le premier projet qu'on a pu réaliser donc en Guyane française sur un sol minier qui avait été dénaturé. On a eu par exemple, on a planté et il s'est trouvé que 2 jours ou 3 jours après qu'on ait fini la plantation, il y a eu une crue énorme et donc qui a emporté une partie de nos Ah capsules et de mince. nos graines. Et donc on a eu une perte énorme. Mais par contre, sur ce qui est resté, on a un résultat qui est plus que satisfaisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir des petits arbustes et des petits arbres qui, pour le plus grand, quand j'y suis retourné pour le précédent projet, là, c'était en février-mars, on avait des arbres qui étaient déjà à plus de 2 mètres de haut en à peu près un an de plantation. Donc effectivement, c'est hyper satisfaisant. Et ça, donc pour finir, ça fait partie du troisième volet de Morpho, c'est-à-dire que quand on fait un projet, une fois qu'on a planté, on revient sur site 6 mois à 6 mois et à un an pour prendre de l'imagerie drone pour venir voir qu'est-ce qui a bien réussi ou qu'est-ce qui n'a pas réussi et on planifie déjà le retour si ça n'a pas réussi pour plusieurs causes, donc inondation, problème de pluie, problème de maladie, les fourmis, voilà. Il y a plein de possibilités et ça c'est quelque chose qu'on prend en compte et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas donner un taux de réussite de projet à 100%. Ouais, je comprends. Écoute, c'est clair. C'est par rapport à tous ces points techniques quand vous avez lancé Morpho, c'est quoi le plus gros challenge justement, le plus gros challenge technique auquel vous vous attendiez pas et auquel vous avez été confronté? Alors, le plus gros challenge technique, c'est déjà, forcément, il y en a plusieurs, mais l'un des plus gros, c'est vraiment l'approvisionnement en semences. Et c'est là où, en fait, c'est quelque chose qui est pas suffisamment valorisé dans beaucoup de pays et où il y a pas de marché, en fait. Donc, parce que dans certains pays, il n'y a pas de projet de reforestation, donc il n'y a pas de marché de graines. Et donc, en fait, il y a rien qui existe. Et donc, pour nous, alors que c'est notre cœur de métier, c'est vraiment le point sensible et sur ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, où on crée c'est pas nous qui créons, mais on s'associe à des coopératives, où on s'associe à des personnes pour qu'ils commencent à ramasser des graines en leur promettant, même pas promettant, en leur achetant les stocks de graines qu'ils vont collecter pour nos projets. Donc là-dessus, c'est vraiment l'aspect un petit peu social qu'on voulait avoir et l'impact qu'on voulait un petit peu avoir. C'est ces graines-là, ces réseaux de semences, de collecte de semences. On leur demande, ben voilà, est-ce que vous savez où vous pouvez trouver ces arbres-là? Ensuite, ils nous disent oui ou non. Et nous, après, derrière, on va venir les aider, les former en disant, ben voilà, vous les ramassez, vous les ramassez comme ça, à telle période, vous les faites sécher, vous les préparez comme ça, et ensuite vous les stockez comme ça. En fait, on fait une formation et après, on leur achète leur stock en les aidant, donc au début, pour faire ça, et potentiellement amener d'autres personnes à faire des projets de reforestation dans les pays concernés. Ok. Moi, le projet, l'ensemble de votre projet, Morpho me paraît d'une complexité folle et du coup, ça paraît complètement dingue que vous arriviez à mettre ça en marche. Et bravo, bravo encore une fois. Je pense que je vais le Merci. dire plusieurs fois dans l'épisode, mais euh, je voudrais venir un petit peu au business model du projet. Déjà, quels sont vos clients? Tu en as un petit peu parlé au début, mais peut-être qu'on peut le répéter. Quels sont vos clients? Comment ils sont prêts? Pourquoi sont-ils prêts à financer ces reforestations? Qu'est-ce qui les encourage? Mm. Et est-ce que vous avez... je garde une autre question, vas-y, on va déjà répondre à ça. Ok. Quels sont vos clients et du coup, qu'est-ce qui les encourage D'accord. En fait, nous, on a plusieurs. Souvent, c'est des institutions, donc type ONG, gouvernement, institutions locales ou des entreprises. Et en fait, ils sont tous motivés de manière différente. C'est-à-dire que, par exemple, on a des entreprises privées, des porteurs de projets carbone, par exemple, parce que c'est un petit peu quelque chose dont on parle
régulièrement en ce moment avec la génération de crédit carbone. Ils arrivent à trouver des terrains qui ont été déforestés il y a plus de 10 ans. Ils veulent replanter pour pouvoir générer des crédits carbone et ensuite les revendre donc sur le projet pour comment ça s'appelle les projets carbone et ensuite pouvoir vendre ça à d'autres entreprises. Et du coup, ils veulent pouvoir replanter un peu plus rapidement. Donc, ils viennent nous contacter. Ils nous demandent, ouais, bon, ben voilà, on a besoin de reforester X nombre d'hectares. On leur dit, OK, pas de souci. On a par exemple les mines qui, eux, ont plus ou moins surtout plus qu'une obligation légale de reforester après leur passage. Donc, pareil, ils nous contactent et ils nous disent, oui, on a besoin de reforester tant de nombre d'hectares. Bon, ben voilà, nous, on leur donne un tarif en fonction de la difficulté, en fonction de la facilité à s'approvisionner en semences. Et après, on discute par exemple avec des États ou d'autres personnes, des ONG qui ont par exemple des projets de reforestation à mener. Et voilà, c'est différents types de personnes. Et comme je disais, c'est plutôt du RAS, donc Reforestation as a Service. C'est vraiment si tu as besoin de reforester 1 hectare, tu nous contactes, on voit ce qu'on peut faire et après on signe un contrat et on est parti. Vous avez votre réseau, c'est quoi? Tu peux nous dire un petit peu, parce que pour aller toucher des institutionnels comme ça ou même des pays, il faut quand même avoir un petit peu de connexion. C'est quoi le secret Il y a, de Morph? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas besoin non plus d'énormément de réseaux. C'est que tout le monde est de plus en plus concerné par la reforestation. C'est un des gros sujets actuels et il y a une prise de conscience ces quelques dernières années sur les projets de reforestation et il y a, on va dire, pas suffisamment d'acteurs en tout cas pour ces projets de reforestation. Et D'accord. donc, nous, on se place en tant que porteur de projet, en tant que personne qui veut simplement reforester et il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Et donc, en fait, c'est assez facile de pouvoir discuter avec tous les plus gros pays ou toutes les grosses institutions. Quelle vision tu portes par rapport à la reforestation de manière plus globale sur les ressources planétaires? Qu'est-ce qui t'inspire? Tu es plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Comment tu te sens par rapport à tout ça et quels sont tes motifs d'espoir justement? Alors, pour moi, très clairement, je suis plutôt optimiste dans ma vie de tous les jours et c'est pareil pour la planète. C'est que on a vu ces dernières années, il y a de plus en plus de monde qui sont touchés par des sujets. On voit par exemple Time for the Planet ou des actions qui sont menées. C'est quelque chose, voilà, que c'est les gens commencent à prendre conscience au fur et à mesure. Et moi, je pense que c'est pas trop tard pour agir et donc c'est vraiment aider. Chacun peut faire un petit geste tous les jours, ou alors entreprendre des plus grands projets. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est plein de choses. Mais pour moi, vraiment, on est vraiment dans comment le dire, non, c'est optimiste. Et des projets comme nous, par exemple, depuis qu'on est arrivé au Brésil, on a vu qu'il y avait plein de petits acteurs qui sont prêts à reforester, qui reforestent déjà. Alors certes, c'est par 10 hectares, c'est par 20 hectares, mais voilà, il suffit qu'il y ait plus d'acteurs comme nous, parce qu'en fait, même s'il y a d'autres personnes qui viennent au Brésil, on ne les voit pas comme concurrents, on les voit comme collaborateurs. On œuvre tous pour le bien de reforester le plus rapidement possible. C'est uniquement pour ça qu'on fait ce travail-là. Ouais, ben oui. Mais quand même, par rapport justement à vos activités, toi tu sens qu'il y a un vrai engouement, qu'il y a une vraie vague qui se met en place. C'est quoi la tendance, toi qui es au cœur du système? Alors la tendance, c'est qu'il y a un vrai engouement. Et de mon point de vue personnel, c'est qu'il y a beaucoup trop de tech qui est développé à propos de ça. Donc tout ce qui est suivi, satellite, génération de crédit carbone et tout ça, mais pas suffisamment de solutions pour faire des projets de reforestation. On manque de solutions pour reforester plus rapidement. En fait, c'est bien beau de vouloir suivre des projets de reforestation. S'il n'y en a pas, s'il n'y a personne qui replante, les solutions pour suivre les projets de reforestation, c'est un poil compliqué. Donc, pour moi, ce serait vraiment de trouver d'autres, soit de pouvoir grandir, nous chez Morpho, de pouvoir grandir suffisamment vite pour pouvoir reforester à taille humaine, ou qu'il y ait d'autres initiatives qui soient menées en parallèle pour reforester le plus rapidement possible ces zones-là. Bah, j'ai oublié de te poser une question. C'est quoi le Ouais. cycle entre la première demande et le moment où on est capable de mettre les graines dans le sol?
Et bon, après, il y a le temps de pousse, évidemment, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le temps de gestation du projet, de mise en place, de replantation. Combien de temps ça prend? Alors aujourd'hui, bah, vu qu'on est 23, donc c'est pas non plus une très grosse usine à gaz. En fait, bah, on a des contrats. Nous, on se donne, il nous faut un minimum de temps parce qu'en fait, c'est des produits naturels. On est lié aussi aux saisons des pluies parce qu'on va pas venir planter en pleine saison sèche parce que bah, ça sert pas à grand-chose. Donc nous, on vient planter juste avant la saison des pluies ou au début de la saison des pluies. Ensuite, on a tout ce qui est de la collecte de graines. C'est des graines qui sont collectées un mois avant, par exemple, le début de nos projets. Et ça, on a besoin d'organiser les réseaux de semences pour on passe des commandes et eux, ils s'organisent pour pouvoir faire ça. Et donc, on a besoin d'un minimum de 3, 4, 5 mois avant de pouvoir officiellement commencer un projet. Donc, en gros, aujourd'hui, on signe un contrat et 3, 4, 5 mois après, ça dépend les régions, ça dépend les graines qui sont disponibles, on est capable de se déployer sur projet. D'accord, ok. Bah donc du coup, faut pas perdre de temps. Je vous envoie plein de bonnes zones pour vous signer plein de contrats et qu'on puisse planter Merci. plein de graines le plus vite possible. C'est quoi juste une petite question comme ça, toi, la personnalité qui t'inspire le plus actuellement dans le monde, sur ces sujets-là ou autres Alors moi, la personnalité, c'est Salgado. Je ne sais pas si D'accord. tu vois qui c'est un photographe initial qui prend des magnifiques photos en noir et blanc de l'Amazonie et de plein de sujets différents, mais surtout la forêt récemment. Et en gros, il a récupéré une ferme de son père, donc au Brésil, ça s'appelle plutôt fazenda. Et en gros, c'était une ferme qui avait été déforestée pour faire de l'élevage de bétail et tout ça. Et depuis qu'il l'a récupérée, il a planté je crois que je veux pas dire de bêtises, mais c'est des centaines d'hectares et c'est une forêt qui est magnifique. Et donc, il fait ça au fur et à mesure. Chaque année, ils viennent planter des petits plants au fur et à mesure pour en fait revenir sur l'écosystème initial qu'il a avant que son père ou son grand-père n'ait déforesté la fazenda. Oh, super. Bah écoute, tu nous mettras un petit lien, on rajoutera à la page de l'épisode sur le site internet planetingé.fr. Bah écoute, on va arriver au terme de l'interview. T'as la minute, je t'avais promis, et c'est la minute promo. Tu es libre de faire passer le message que tu souhaites. Vas-y, c'est ton Super. moment à toi. Bah, du coup, c'est simplement aller sur Oh I Met Your Planet. C'est un site de recrutement plutôt tourné déjà sur les bonnes actions qui peuvent être menées sur la planète. Donc, il y a plein de très très bonnes, très très belles entreprises qui sont là-dessus. Nous sommes bien sûr aussi dessus et on a quelques postes d'ouverts pour le recrutement. Ensuite, on remercie toutes les personnes qui travaillent avec nous, les clients, nos partenaires, les bureaux d'études, sur tout ce voilà, qui nous accompagne tous les jours. Et tout ce que j'ai à dire, c'est voilà, on va essayer de replanter un maximum d'arbres et que ça pour, euh, pour le futur de notre planète. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Hugo. Merci à toi, Mathieu. Et puis, bah, je dis aux auditeurs à bientôt pour de nouvelles aventures sur Planète 1G. Salut à tous. Super, au revoir. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.